Les nouveaux chemins décident tous les jours en faveur du choix éthique, en compagnie de Marianne Chassor, Alexis-Anne Braun, Jules Salomon et Géraldine Mosna-Savoie. À la lecture des textes cette semaine, Sébastien Pouderoux. À la réalisation de possibilités d'existence, Somanina, avec aujourd'hui à la prise de son conjugale, Gérald Dubert. À 10h50, ce sera l'heure du journal de la philosophie de François Noudelman. François s'entretiendra aujourd'hui avec Ariane de Bourdeau à propos de son édition des grands textes fondateurs de l'écologie, publié chez Flammarion. Après Don Juan et le séducteur, c'est-à-dire la sphère esthétique de l'existence, hier, avant le chevalier de la foi, demain, et le post-scriptum aux miettes philosophiques, jeudi, pour le deuxième temps de notre semaine consacrée à Søren Kierkegaard, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Chevalier pour évoquer le choix éthique qui permet à chacun de choisir un autre pour mieux devenir soi. Mon ami, ce que je t'ai dit souvent, je le dis encore une fois, ou plutôt je te le mets sur la conscience. Ou bien. Car en invoquant un terme seul, on n'éclaircit pas la question, puisque ce dont il s'agit ici est d'une trop grande importance pour que l'on puisse se contenter de l'un de ces éléments, et d'une trop grande cohérence intrinsèque pour permettre une possession partielle. Il y a dans la vie des circonstances où le recours au dilemme est ridicule, mais il y a aussi des gens dont l'âme est trop dissolue pour saisir la substance d'un pareil dilemme, dont la personnalité manque de l'énergie nécessaire pour dire l'accent de la passion. Ou bien. Ces mots m'ont toujours fait et me font encore une impression profonde, surtout quand je les prononce pour eux-mêmes, car ils recèlent ainsi la possibilité de déclencher les plus terribles oppositions. Ils produisent sur moi l'effet d'une formule magique, et mon âme s'emplit tellement de sérieux qu'elle en est parfois comme ébranlée. Je pense au moment de ma vie où je me suis trouvé à la croisée des chemins, où mon âme a mûri à l'heure de la décision. Je pense aux cas nombreux de moindre importance, mais non indifférents pour moi, où j'ai eu à choisir. Car si ce mot a sa valeur absolue en une seule situation, à savoir chaque fois que se présente d'une part la vérité, la justice et la sainteté, de l'autre le plaisir et les inclinations, les sombres passions et la perdition, il importe néanmoins de toujours bien choisir, même dans les choses où l'objet du choix est innocent. Même alors il convient de s'éprouver, afin de ne pas battre un jour douloureusement en retraite pour revenir à son point de départ, rendant grâce à Dieu si l'on n'a rien de plus à se reprocher que d'avoir perdu son temps. Bonjour Philippe Chevalier. Bonjour. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Merci. Vous travaillez à la Bibliothèque nationale de France et êtes l'auteur d'un livre consacré à Kierkegaard, Être soi, disponible chez François Gourin, éditeur, et publié en 2011. C'est donc avec vous que nous allons commencer cette deuxième émission consacrée à Kierkegaard. On a entendu un texte ici de la deuxième partie de Ou bien. On parlait de la première partie hier avec Vincent Delecroix, de la sphère esthétique de l'existence. Désormais, nous sommes passés du côté de la sphère éthique avec cette personne du juge Wilhelm qui écrit à son ami, c'est-à-dire celui qui est l'auteur en réalité de la première partie de l'ouvrage, en lui faisant part de ce choix selon lui décisif, ou bien. Quel choix s'agit-il de faire, Philippe Chevalier ? Alors à ce stade-là, à ce stade du texte que l'on vient d'entendre, en fait, il ne s'agit pas encore de choisir quelque chose ou une chose ou plutôt qu'une autre. Il s'agit en fait de faire un choix beaucoup plus originel, un choix vraiment premier, qui est celui de mettre sa vie sous la détermination du choix. C'est-à-dire transformer son existence, s'y engager, de telle manière que tout n'y soit plus équivalent. Parce qu'avant de faire en fait ce choix primordial, on peut avoir l'impression que la vie coule à flot, que nous sommes, ma foi, portés tout au long de notre vie par les mêmes forces psychologiques, forces physiques, forces sociologiques. Impression donc finalement que la vie est un espèce de flux qui nous emporte.
C'est une vision qui peut être extrêmement désespérante, le fait de se dire que nous serons toujours les mêmes et que finalement, ma foi, on peut faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de venir ce matin, vous avez fait le choix de m'inviter. Mais tous ces choix que nous faisons, aussi importants qu'ils soient, finalement, on pourrait croire qu'ils scintillent seulement à la surface de ce fleuve qu'est notre existence. Et Kierkegaard nous dit non. Il y a une alternative. Il y a un moyen de transformer notre existence de fond en comble. Et je pense que, avant même de décrire ou d'expliquer ce que c'est que l'éthique par rapport à l'esthétique, je pense qu'il faut s'étonner déjà du fait que pour Kierkegaard, il y ait des stades. C'est quelque chose, à mon avis, de très original, de très perturbant, de très paradoxal. Pourquoi est-ce que donc la vie aurait-elle des stades ? Des stades ou des sphères selon les traductions, donc la sphère esthétique, la sphère éthique et la sphère religieuse. Absolument. C'est les trois sphères, les trois stades qui sont associés à la pensée de Kierkegaard. Absolument. Mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce que ce sont vraiment des stades qui se suivent chronologiquement ou bien sont-ils compris de manière comme des cercles concentriques qui permettent de passer de l'un à l'autre sans renoncer au premier ? Ah, c'est une question difficile. Je répondrai, pour moi, il y a une succession historique. Je pense qu'il n'y a pas, les stades ne s'imbriquent pas les uns dans les autres, car il y a véritablement, alors nous on va parler ce matin du passage de l'esthétique à l'éthique, il y a un saut. Il y a un saut, et ce saut transforme de fond en comble notre existence. Et Kierkegaard va même jusqu'à utiliser la métaphore du sacrement. À partir du moment où j'ai fait ce saut, à partir du moment où j'ai fait ce choix primordial de mettre ma vie sous le régime du choix, eh bien alors, c'est quelque chose qui est indélébile, de même que le sacrement religieux nous marque à jamais. Ensuite, on peut rechoisir à nouveau l'esthétique. Simplement, l'esthétique, dès lors, sera moralement qualifiée. Alors qu'auparavant, avant ce choix primordial, une phrase très belle de Kierkegaard, je trouve, qui permet de bien saisir cela. Il dit « L'esthétique n'est pas le mal, l'esthétique c'est l'indifférence ». À partir du moment où on sort de cette indifférence, où tout se vaudrait, eh bien alors, à partir du moment où on met sa vie sous la détermination du choix, eh bien alors on passe véritablement à un autre rapport à soi-même, un autre rapport à notre existence. C'est-à-dire que ce choix qu'il faut faire, le choix du choix, c'est le choix de vivre selon la polarité du bien et du mal, alors que dans le stade esthétique, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de bien et de mal. Oui, alors peut-être que vous allez un tout petit peu vite. Je vais faire un retour en arrière, je vais rétropédaler. Un point important justement, c'est que il ne s'agit pas encore à ce stade véritablement de choisir le bien ou de choisir le mal. Non, de choisir les deux. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, de choisir le bien et le mal. Eh bien, nous sommes d'accord. Il s'agit de choisir le choix, parce qu'au moment où l'on s'engage dans ce choix, le bien et le mal restent des déterminations abstraites. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encore été face à un choix moral, comme dirait Sartre, je ne sais pas, de soigner sa vieille mère ou de s'engager dans le maquis, que veut dire choisir le bien et choisir le mal ? Non. Au moment où le choix primordial se pose, l'individu est face à lui-même. Et le bien et le mal sont encore des déterminations abstraites. Voilà. Un conte parle d'hommes que des sirènes ou les tritons subjuguaient par les accents de leur musique démoniaque. Pour rompre le charme, dit le conte, il fallait que la victime de l'enchantement jouât le même morceau à rebours, sans commettre une seule faute. Pensée très profonde, mais d'une exécution fort difficile. Et pourtant, il en est bien ainsi. Il faut extirper de la sorte les erreurs que l'on a assimilées en recommençant chaque fois que l'on se trompe. C'est pourquoi il importe de choisir, et de choisir à temps. Mais toi, tu suis une autre méthode, car je sais bien que ton attitude polémique devant le monde n'est pas ta vraie nature. Si la délibération était la tâche de la vie humaine, tu ne serais pas loin de la perfection. Il faut naturellement des oppositions violentes pour qu'elles te conviennent, ou bien pasteur, ou bien acteur. Tel est le dilemme. Ton énergie passionnée s'éveille tout entière. De ses 100 bras, ta réflexion étreint l'idée du sacerdoce. Tu n'as plus de repos.
Nuit et jour, tu rumines ce projet. Tu lis tous les ouvrages que tu peux dénicher sur la question. Tu vas à l'église 3 fois par dimanche. Tu fais la connaissance d'ecclésiastiques. Tu écris des sermons que tu prêches à toi-même. 6 mois, tu es mort au monde entier. Tu peux maintenant parler du sacerdoce avec plus de vue et en apparence avec plus d'expérience que maint pasteur après 20 ans de ministère. Tes paroles ne manquent peut-être pas de justesse, mais tu n'es pas devenu pasteur. Si la délibération était la tâche de la vie humaine, tu ne serais pas loin de la perfection. C'est ce que dit le juge Wilhelm donc au personnage A, lui, prisonnier de la sphère esthétique, il n'arrive pas à choisir. Comment passe-t-on, et c'est ça la question cruciale, me semble-t-il, Philippe Chevalier, de la délibération au choix? Qu'est-ce qui permet ce saut, qui va permettre justement de rentrer dans le stade éthique de l'existence? Alors justement, le fait que la délibération, en fait, ce que le juge nous présente dans cet extrait avec ce petit conte, c'est qu'il y a une manière en fait de mettre le choix au cœur de sa vie sans jamais choisir. Et cette manière de mettre le choix au cœur de sa vie sans jamais choisir, c'est délibérer. Et Kierkegaard en fait analyse ce qui est un faux choix, un choix qui ne réussit jamais finalement à franchir le saut, à franchir le pas. C'est l'illusion en fait qu'on serait à certains moments à des carrefours de notre vie et on aurait le libre arbitre pourrait aller aussi bien à droite aussi bien à gauche et donc il analyserait que va-t-il se passer si je vais à droite, que va-t-il se passer si je vais à gauche. Ce que Kierkegaard nous dit, c'est que ce que Sartre dira aussi après Kierkegaard, et Sartre est un grand lecteur de Kierkegaard, c'est que la délibération est de la mauvaise foi. Nous sommes déjà engagés, nous sommes déjà intéressés à notre existence et d'une certaine manière nous sommes déjà engagés à aller à droite ou aller à gauche. Ce qui est important... Ça c'est Pascal d'ailleurs, hein, nous sommes embarqués, l'homme est embarqué dans l'existence. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'homme reconnaisse cet intérêt qu'il a dans son existence et le fasse véritablement sien, en ne se contentant pas en fait de cet instinct qui va le mener à droite ou à gauche, mais en le posant comme un choix véritablement libre et volontaire. Et avant toute décision d'être pasteur ou d'être acteur ou d'être juge ou d'être philosophe, le choix primordial, ce qui va d'une certaine manière, ce qui va authentifier en fait la force et l'importance de tous les choix que l'on pourra poser après, et ce qui les authentifiera comme étant véritablement des choix éthiques, c'est d'avoir fait le premier choix dont on a parlé au début, qui est le choix de soi. Se choisir soi-même. Et ça, le choix de soi, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, sans vouloir faire de jeu de mots, qui ne va pas de soi parce que, d'une certaine manière, pourquoi faudrait-il se choisir soi-même ? Je suis ce que je suis. Pourquoi faudrait-il que je me l'approprie ? Parce que justement, la vie éthique ou la vie morale ne va commencer que quand je vais me reconnaître véritablement responsable de ce que je suis. Lorsque je fais retour vers moi, je découvre que ma vie est d'une complexité absolument inouïe. Je découvre des gouffres, des zones sombres, je découvre des choses de mon passé dont j'ignore pour une bonne part, que je découvre peu à peu. Et le choix de soi, ça va être de dire, eh ben voilà, toutes ces histoires multiples, compliquées, obscures, qui me composent, qui font celui que je suis, eh bien, je les assume. Je dis tout ceci, tout ce fatras, c'est moi. Et le fait d'assumer tout ceci, cela change tout. C'est-à-dire, je transfigure mon existence en reconnaissant comme véritablement mien toutes ces histoires. Il y a un très beau livre de Chappe dans les années 50 qui s'appelle « Empêtrés dans des histoires ». Voilà, nous sommes empêtrés dans des histoires. Et la vie morale commence quand nous le reconnaissons. Le seul moyen, en fait, de défiler la pelote de vie qui est notre vie, c'est de reconnaître cet empêtrement. Et la reconnaissance de cet empêtrement, est-ce une résignation ou un acquiescement ? C'est un libre acquiescement. Dans le premier cas, il y aurait une dimension quasiment tragique, l'impossibilité de ne pas être autre chose que ce que je suis. Dans le second,
la forme d'acquiescement est une manière de se réconcilier avec cette condition. Absolument. Et donc de se donner la possibilité de dépasser la condition tragique de l'existence. Oui, parce qu'on pourrait croire que je suis d'autant plus libre que je me libère au contraire de tout ce qui me constitue. On pourrait croire que je suis d'autant plus libre que je vais me libérer de mes influences familiales, que je vais me libérer de mon passé, que je vais me libérer même des erreurs que j'ai pu poser avant d'être véritablement conscient que je faisais des erreurs, parce que c'est bien là le problème. Tous les faux pas ou les erreurs que j'ai pu faire avant même que la vie éthique ne se soit éveillée à elle-même. Or, la liberté véritable, pour Kierkegaard, ce n'est pas celle qui va nier tout cela, ce n'est pas celle qui va essayer de s'arracher à tout ce passé, mais c'est celle qui va avoir le courage, comme un espèce de pli de l'existence sur elle-même, qui va avoir le courage de dire, eh bien, tout ceci, tout ce qui me précède, c'est vraiment ce qui me constitue. Voilà. Mais la grande différence, c'est que c'est moi librement qui le reconnais, qui l'assume. Plötsligt vände jag mig om och tittade på den gamla bilden av min skolklass. Je me suis retournée, Dieu sait pourquoi, et j'ai regardé une photo sur mon bureau où j'étais avec mes camarades de classe. J'avais 10 ans. J'ai eu tout à coup la révélation de quelque chose qui se préparait depuis longtemps et qui toutefois était encore insaisissable. J'ai toujours fait ce que mon entourage me demandait de faire. À ma grande surprise, j'ai découvert que je ne savais pas qui j'étais. Maintenant que j'y réfléchis, je me souviens qu'enfant, j'ai eu de violents accès de colère pour affirmer ma personnalité. Toute mon éducation et celle de mes sœurs a eu pour unique but de faire de nous des jeunes filles et plus tard des épouses agréables. Au fur et à mesure que j'avançais en âge, j'ai découvert que si je ne disais pas ce que je pensais et qu'au contraire je devenais la jeune fille polie et prévenante que l'on souhaitait, mon attitude était payante. Je devenais un exemple et la fierté de mes parents. J'ai commencé le grand jeu de la tricherie à l'époque de la puberté et de mes premiers émois. À ce moment-là, toutes mes pensées, mes actes, mes sentiments tournaient autour de la sexualité. Étant donné mon système d'éducation, je n'en ai jamais soufflé mot à mes parents, ni à personne d'autre d'ailleurs. Alors je suis entrée dans le cercle vicieux du mensonge, des échappatoires, de la dissimulation, ce qui entraînait aussi une certaine façon de biaiser. Je n'ai jamais pensé, Marianne, qu'est-ce que tu veux? Mais toujours, Marianne, qu'est-ce que les autres ont envie que tu veuilles? Mais cette façon de penser n'était pas du détachement comme je le croyais à l'époque. Au contraire, c'était une forme de lâcheté pernicieuse. Et ce qui est beaucoup plus grave, cela traduisait une totale méconnaissance de moi-même. L'individu découvre que le moi qu'il choisit comporte une multiplicité infinie. Ce moi a une histoire où l'individu reconnaît son identité personnelle. Cette histoire est de nature diverse, car il s'y trouve en relation avec d'autres individus de l'espèce et avec l'espèce entière. Et cette histoire a quelque chose de douloureux. Pourtant, il n'est celui qu'il est que par cette histoire. C'est pourquoi il faut du courage pour se choisir soi-même, car dans le temps même où, semble-t-il, l'individu s'isole le plus, il s'enfonce aussi le plus profondément à la racine que le rattache au tout. Il en éprouve de l'angoisse, mais il ne saurait en être autrement, car lorsque la passion de la liberté s'éveille en lui, il se choisit lui-même et combat pour cette possession comme pour sa félicité, et il y trouve sa félicité. Le moi que l'individu choisit comporte une multiplicité infinie. C'est ce que décrit le personnage de Marianne dans l'extrait de Scènes de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, dont on vient d'entendre un extrait, Philippe Chevalier, qui affirme, qui dit ceci: je ne me suis jamais demandé qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que les autres veulent que je fasse, comme une manière de se déposséder de sa volonté. C'est cela le choix dont parle Kierkegaard, arriver à choisir
à partir de soi, non pas forcément pour soi d'ailleurs, mais à partir de soi. Mais c'est la chose la plus difficile à faire. C'est l'un des sommets de l'existence, justement. Et l'éthique est un sommet. Le religieux, vous en parlerez plus tard, le religieux d'un tout autre ordre. Je pense qu'il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, on passe à tout à fait autre chose. L'éthique, c'est d'ailleurs assez malaisé, parce que l'éthique a une place un peu embarrassante, parce que dans les stades sur le chemin de la vie, l'éthique est cette position intermédiaire, en fait. On est entre l'esthétique et le religieux. C'est ce qui a fait dire à certains commentateurs que l'éthique était finalement une espèce de salle d'attente un peu bourgeoise, où, ma foi, après les plaisirs de la vie et avant l'héroïsme de la foi, on allait se marier. Bon, je crois que c'est une méprise complète. Pour Kierkegaard, il n'y a pas de plus haut degré de l'existence que cette éthique. Et vous venez de dire combien il faut de courage pour se choisir soi-même. Et le passage que vous venez de lire sur la multiplicité infinie qui nous constitue, et que d'une certaine manière l'individu va pouvoir rassembler dans un unique geste de volonté, je pense que c'est l'un des plus beaux passages de cette lettre du juge et du mari à son ami. C'est l'un des passages les plus émouvants de Kierkegaard, et qui s'oppose encore une fois à une conception de notre identité ou de notre liberté qui serait celle très moderne et très existentialiste, et Kierkegaard n'est pas un existentialiste, très existentialiste du libre arbitre ou de la liberté absolue. Non, on ne se construit pas contre soi. On ne gagne pas sa liberté contre soi-même. Pourquoi dites-vous que Kierkegaard n'est pas un existentialiste alors qu'on en fait le père de l'existentialisme ? Oui, c'est peut-être pas un grand tort qu'on lui a fait, parce que ça a permis de le lire. Je dirais pas que c'est une erreur de dire que c'est le père de l'existentialisme. Je pense qu'on lit un auteur à des périodes différentes, on l'interprète de manière différente au XXe siècle ou au XXIe siècle, on découvre des harmoniques différentes, et c'est très bien comme ça. Au XXe siècle, je pense que le Kierkegaard dont on avait besoin, c'était le Kierkegaard vraiment de la liberté, de la décision, en oubliant complètement cette partie très importante de la lettre du juge, c'est cet enracinement dans une histoire, et surtout finalement cette impossibilité d'être absolument libre, au sens où il n'y a de liberté que dans la manière dont on va assumer ce que l'on est. Cette multiplicité infinie, qui est une multiplicité, dans le texte que vous avez cité, Kierkegaard dit combien c'est extrêmement douloureux de faire un retour vers soi. Plongez vers votre enfance, vous y découvrez des choses que vous n'avez pas envie de voir. Vous y découvrez une multiplicité de liens qui vous relient à vos parents, à votre famille, à votre milieu, des multiplicités de liens dont vous avez envie de vous défaire. Et ça, c'est le propre de la démarche psychanalytique ? Oui, alors avec peut-être une légère différence, c'est que pour Kierkegaard, il n'y a pas une vérité de soi. Il y a une multiplicité infinie, une complexité infinie, et cette expression je trouvais très belle, nous sommes empêtrés dans des histoires. Mais être empêtré dans des histoires, ça ne veut pas dire que sous cet empêtrement, il y aurait une histoire à retrouver ou une vérité de soi. Et le juge, dans cette lettre, n'appelle pas du tout son ami à retrouver le véritable moi. Ça, c'est une conception moderne que Kierkegaard n'a absolument pas. Même si la psychanalyse, à mon avis, ne reconnaîtrait pas l'existence d'un vrai moi, au contraire, c'est plutôt une déconstruction de ce qui apparaît comme, de manière illusoire comme étant le moi. Il y a quand même des points communs assez proches entre ce que le choix de Kierkegaard de l'acceptation de ce que nous sommes et de la façon dont nous sommes déterminés par notre passé et une démarche qui serait plus psychanalytique. Oui. Alors, simplement, peut-être je dirais que le soi n'est finalement que la force de se choisir. C'est-à-dire que n'est rien d'autre finalement que ce pli de l'existence sur elle-même. Et le soi ne précède pas, le soi ne se possède qu'à partir du moment où cet acte de l'esprit, cet acte de la volonté se pose. Et c'est pas dans la redécouverte d'une espèce de vérité enfouie sous les événements de la petite enfance ou les apparences, quelque chose qu'il faudrait voir apparaître en grattant un petit peu le fond. Kierkegaard dirait, vous pouvez gratter indéfiniment. Vous pouvez gratter indéfiniment, vous allez vous abîmer les ongles, c'est tout. Et pourtant, la figure emblématique de cette sphère éthique n'est pas un homme seul contre tous, mais c'est un mari. C'est-à-dire que celui qui aurait assumé le saut dans la sphère éthique ne pourrait pas, selon Kierkegaard, ne pas s'être marié, donc avoir choisi quelqu'un d'autre. Comment comprendre cette importance
de l'élection d'un autre, du choix d'une autre personne pour se trouver soi-même. Le mariage. Alors, il faut rappeler que Kierkegaard ne s'est pas marié. Alors rappelons-le, parce que voilà. ici l'élément biographique a son importance. Effectivement, quand il commence à écrire Ou bien, Kierkegaard avait demandé en mariage Régine Olsen. Une charmante fleur printanière dont il était éperdument amoureux. Régine, la reine de mon cœur, ma Régine, comme il commençait chaque lettre, de même que le juge commence chacune de ses lettres par mon ami, Kierkegaard commençait chacune de ses lettres, et il lui écrivait beaucoup, parce qu'à l'époque on s'écrivait beaucoup, il y avait même des périodes où il écrivait tous les jours à Régine, ma Régine, voilà, reine de mon cœur. Eh bien, au milieu de la rédaction de Ou bien, Kierkegaard va renvoyer brutalement sa bague de fiançailles. Voilà. En indiquant que il est tout à fait conscient de la brutalité de son geste et tout à fait conscient qu'il signe son arrêt de mort. Son arrêt de mort sociale. Parce qu'effectivement, dans la petite société locale de Copenhague, ça a été un petit tremblement de terre. Søren rompait ses fiançailles sans aucune raison apparente. Donc il faut bien voir que cet éloge que le juge va faire du mariage, le juge est un pseudonyme, cet éloge que le juge va faire du mariage n'est pas le choix que Kierkegaard a fait. Donc c'est intéressant la manière dont Kierkegaard va essayer de comprendre la cohérence, le sens le plus profond que peut avoir le mariage dans la vie d'un homme, alors même que lui-même a fait le choix, tout aussi radical, de ne pas se marier. Tu cherches à garder l'amour dans l'immédiateté. Tu veux à toute force te persuader que la vraie liberté consiste à être en dehors de soi-même. Tu es dans l'ivresse du rêve. C'est pourquoi tu crains la métamorphose. C'est pourquoi elle ne t'apparaît pas telle qu'elle, mais comme une chose d'un caractère entièrement différent qui comporte la mort de l'élément premier. C'est pourquoi tu as le devoir en horreur. Si en effet le devoir n'est pas déjà en germe dans la chose première, son apparition apporte naturellement un bouleversement total. Mais tel n'est pas le cas de l'amour conjugal. Il implique déjà le devoir dans l'éthique et le religieux. Et quand le devoir apparaît, il n'est pas un étranger, un intrus impudent cependant porteur d'une telle autorité que l'on n'ose pas le mettre à la porte au nom du mystère de l'amour. Non, il se présente comme un familier de longue date, comme un ami, comme confident que les amants connaissent entre eux au plus profond du secret de leur amour. Et quand il parle, il ne dit rien de nouveau, il proclame des choses rebattues. Et quand il a parlé, les individus s'humilient devant lui, mais il s'élève en même temps par l'assurance que l'ordre enjoint est celui-là même qu'il désire, et que le fait même qu'il est enjoint est une manière plus remplie de noblesse
Si tu te taisais, ce serait trop beau, non. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Cette chanson est insupportable, Philippe Chevalier, de misogynie, mais elle est exactement justifiée, il me semble, dans notre discussion, puisque au courage de devenir soi dont nous avons parlé, il y a le courage, puisqu'il en faut, de choisir quelqu'un d'autre et d'être avec cette personne par devoir, nous dit le texte de Kierkegaard que nous avons entendu jusqu'avant. Comment, du coup, concevoir cette sphère de l'existence, cette sphère éthique qui prend la forme du mariage, sans l'opposer radicalement à la sphère esthétique, et donc, du coup, à en exclure toute dimension de plaisir, de joie et de bonheur. Absolument. Une dimension de plaisir, de joie, de bonheur qui n'en est pas du tout exclue. Ça, c'est un point très, très important. Je pense que le juge, quand il écrit à ce jeune homme, il cherche justement à répondre à toutes les objections que l'on vient d'entendre dans la chanson. De Charles Aznavour. Voilà, exactement. Comment ai-je pu te faire la cour et combien tu as changé en 5 ans? Est-ce qu'un mariage peut justement durer? Est-ce qu'on peut, après 5 ans, se rendre compte que rien n'aurait changé, que finalement, on est comme l'on était le jour où l'on s'est rencontrés? Voilà le problème, en fait, que va travailler le juge dans sa lettre à son jeune homme pour pouvoir justement le convaincre, en fait, de la valeur esthétique du mariage. Que le mariage a quelque chose à voir avec le devoir, mais il commence avec le premier amour, il commence avec les premiers sentiments, il commence avec l'amour dans ce que l'amour a de plus romantique. Et ça, je pense que c'est un choix de la part de Kierkegaard extrêmement intéressant. Il y aurait une manière, si vous voulez, de se moquer, de railler l'amour romantique comme quelque chose qui, par définition, est une illusion, et par définition, quelque chose qui ne peut pas durer. Nous tombons amoureux, fleurs bleues, nous chantons des chansonnettes. On peut dire voilà comment un tel sentiment est par définition fugace. Kierkegaard va dire mais non, absolument pas. Il faut s'attarder au contraire à tout ce qui se trouve contenu dans le premier amour. Dans cet éveil du sentiment amoureux, tout est déjà présent. Le premier amour. Il y a une méditation très belle que propose le juge justement sur le fait que le premier amour, ce n'est pas uniquement le chiffre 1. Le premier amour a quelque chose d'originel et il a déjà tout en lui. Et il a déjà surtout, ce qu'il a pour lui, c'est la puissance et la force. C'est-à-dire que quand on tombe amoureux pour la première fois dans sa vie, on a l'impression de ressentir en soi une force inouïe. Et c'est cette force inouïe dont le sujet va devoir se saisir pour permettre à ce premier amour de durer. Mais ça veut dire donc qu'il faut épouser son premier amour. Il faut épouser son premier amour, absolument. Voilà. Mais le premier véritable amour est toujours premier, et si on a un second, c'est que le premier n'était pas véritablement premier. Il y a dans le premier amour, et ça c'est une vision très hegelienne presque, tout est contenu, tout est potentiellement contenu dans le premier éveil de l'amour. Et plutôt que de s'en moquer ou de croire que cela ne va pas continuer, il faut au contraire permettre que tout ce qui est contenu dans ce premier amour puisse se déployer. Ce qui va permettre cela, c'est justement, je viens de le dire, c'est cette force qui est contenue dans ce premier amour, cette espèce ce sentiment que les amants ont, que leur amour est plus fort que la mort, qu'ils sont prêts à tout pour continuer à vivre ensemble éternellement. Eh bien, il faut prendre cela au sérieux, il faut prendre ce sentiment-là au sérieux, et simplement ce sentiment qui est pure immédiateté, qui est simplement l'espèce de puissance que l'amour ressent à être présent à lui-même, il faut être en mesure de le tourner vers l'avenir. C'est cette force du présent, il faut non pas la transformer, et ce qui est très important, c'est que l'éthique ne va pas transformer le premier amour. Il n'apporte aucune différence qualitative dans le premier amour. Il va simplement faire que la force originelle du premier amour va être mise au service du temps et de la durée, va être tournée vers un avenir. Voilà. Et c'est cette volonté en fait de faire durer le premier amour qui d'une certaine manière fait que le premier amour, si on le déploie dans sa téléologie, dans tout ce qu'il contient en lui-même qui est appelé à être déployé, eh bien il mène nécessairement au mariage. C'est-à-dire à l'union avec l'autre personne que l'on aime pour le restant de nos jours. Mais alors pourquoi avoir choisi le domaine de l'amour, et donc, selon Kierkegaard, celui du mariage,
comme symbole parfait de cette sphère, de ce stade éthique. Puisque si dans le stade éthique, il y a d'abord le choix de soi par soi, le fait de devenir soi, d'être soi, et qu'il y a ensuite ce rapport à l'autre, mais l'autre aussi au général. C'est aussi l'insertion de la subjectivité au sein d'un monde plus grand, plus large, plus général, devant la loi aussi d'ailleurs. C'est là où on retrouve l'importance du mariage sans doute. Bien, il y a d'autres façons de vivre ce choix de soi et cet engagement dans le monde que par le mariage, par un engagement, disons, soit un engagement politique, qui est une manière de donner un sens aussi à ce que nous faisons, soit par le choix de faire un certain travail, de s'y adonner dans la durée, avec le sérieux, l'investissement et la passion que nomme Kierkegaard au sein du mariage. Pourquoi le mariage parmi d'autres choix de vie, manière de vivre ? Peut-être parce que nous sommes fondamentalement des êtres de désir. Nous sommes des êtres de désir qui sommes tournés vers autrui, vers le désir d'autrui. Au cœur, au centre, à l'origine de nos vies, il y a quand même cette puissance inouïe dont Kierkegaard parle si souvent et qui est si fondamentale pour lui, qui est Eros. Et donc l'éthique va devoir se débrouiller avec Eros. Avant tout investissement dans la vie politique, dans la vie sociale, tout ça, on dirait c'est quelque chose qui est à la fois très important et secondaire. C'est quelque chose qui doit venir véritablement dans un temps second. Ce qui est fondamental, c'est que l'éthique réussisse à trouver une voie pour ce qui nous constitue et ce qui nous constituera toujours, cette espèce de force vive qui est en nous, qui est la force amoureuse. Et c'est tout à fait intéressant de voir que justement, Eros, qui empêchait le jeune homme de se marier parce qu'il a envie de continuer à jouir de la vie, Kierkegaard va montrer combien Eros bien compris est au contraire la voie royale vers l'éthique et vers le mariage et la rencontre d'autrui qui permet d'affronter l'avenir et d'affronter le temps. Parce que finalement le plus grand ennemi du jeune homme, c'est le temps. Le temps qui passe. Le temps qui passe, qui fait que ses désirs ne durent pas. Eh bien, Eros, il faut saisir dans Eros la puissance qui va nous permettre de combattre le temps. C'est pour ça qu'il y a un héroïsme au sein du mariage qui fait du mari un héros comme il y a des héros dans l'histoire humaine. Il est de l'essence de l'amour conjugal de devenir historique. Et lorsque les individus sont dans la disposition convenable, le commandement de manger leur pain à la sueur de leur front n'est pas pour eux une foudroyante malédiction. Le courage et la force dont ils se sentent animés correspondent à ce qu'il y a de fondé dans le besoin d'aventure qui pousse l'amour chevaleresque aux exploits. Le chevalier ignore la crainte, de même aussi l'amour conjugal, malgré des ennemis souvent beaucoup plus redoutables. Si le chevalier a le droit de dire que quiconque ne défie pas le monde entier pour sauver sa bien-aimée ne connaît pas l'amour chevaleresque, l'époux y est pareillement autorisé. Seulement, il me faut sans cesse rappeler que toute victoire de l'amour conjugal comporte une beauté esthétique supérieure à celle du triomphe obtenu par le chevalier. En effet, en remportant sa victoire, il assure du coup la glorification de son amour. Il ne craint rien, pas même les petites variations du sentiment. Il ne redoute pas les petites inclinations qui servent au contraire d'aliment à la divine santé de l'amour conjugal. J'ai une nouvelle théorie sur le mariage. Un couple d'amoureux très épris l'un de l'autre vit en totale harmonie jusqu'au jour où, tout d'un coup, ils n'ont plus rien à se dire. Terminé. Ils ont beau chercher, ils ne trouvent plus le moindre sujet de conversation. D'un coup, panique. Et puis, soudain, sourire du garçon, car il lui semble entrevoir enfin une solution. Laquelle? Il a l'idée de la demander en mariage. Génial, génial. Ils auront de quoi parler jusqu'à la fin de leur jour. En somme, tu penses que le mariage sert uniquement à meubler la conversation? Voilà, c'est le meilleur moyen de briser la glace. Tom, tu as préparé un discours admirable. Je pense, oui. Il y en aura pour tout le monde. Du rire, des larmes. Excellent. C'est ta théorie qui est excellente, Gareth. On pourrait certes y opposer une autre théorie, celle du grand amour qui triomphe. En voilà une idée.
Rappelons que Kierkegaard a beaucoup écrit sur l'ironie. C'est donc extrêmement stimulant pour essayer de penser à la façon de présenter ses idées, notamment sur le mariage. D'un côté, l'époux est aussi fougueux et courageux, plus même que le chevalier qui vient contre le monde entier sauver sa bien-aimée. De l'autre, un extrait de Cas de mariage en enterrement, où les gens se marient plus par ennui que par amour. Et c'est vrai que c'est une dimension qu'on ne peut pas omettre chez Kierkegaard. Il y a cette volonté quand même de sortir d'une condition ordinaire et d'aspirer à un extraordinaire. On en vient ici à peut-être à une dimension plus religieuse qui permettra à l'homme de sortir de l'ordinaire. Mais la comparaison de l'époux au chevalier et la volonté de l'individu lui-même, non seulement de se faire chevalier, donc de se rendre exceptionnel, de sortir de l'ordinaire, mais aussi de se flatter quelque part, de se donner le beau rôle vis-à-vis de son épouse. Et là, j'ai pas lu le texte juste en entier, mais l'épouse dans le mariage a un rôle beaucoup plus circonscrit à jouer. Le juge parle un peu de son épouse tout de même. On a quelques détails en fait sur cette fameuse épouse avec laquelle il est prêt à passer sa vie entière. Et il dit justement, je ne sais plus exactement, est-ce que c'est après 15 ans, extérieurement, notre amour n'a changé en rien. Contrairement à Aznavour qui se disait après 5 ans, t'as changé. Après 15 ans, on a l'impression, pour le juge, son amour est complètement étal. Mais ce que révèle le juge en parlant avec le jeune homme, c'est que derrière cette mer étale, c'est une véritable aventure. C'est une véritable aventure, mais c'est une aventure qui est en grande partie cachée. Et le juge va faire une différence entre l'histoire extérieure d'un homme et l'histoire intérieure. L'histoire extérieure, notre histoire extérieure, celle qui se voit, celle qu'on peut raconter, c'est l'histoire pour la possession des choses. Notre histoire, c'est la possession des choses, des biens, des richesses, des honneurs. L'histoire intérieure qui ne se voit pas, c'est l'histoire de la manière dont nous allons essayer de posséder des choses qui ne sont pas des choses d'ordre fini, dont nous allons essayer de posséder des choses qui sont infinies. Mais on ne peut jamais posséder une chose qui est infinie, on ne peut pas la tenir entre les mains. Donc ça va être l'histoire de la manière dont nous allons essayer d'acquérir la possession. Et il y a une différence très importante que Kierkegaard fait entre posséder et acquérir la possession d'une chose. Acquérir la possession d'une chose, c'est quelque chose qu'il faut recommencer tous les matins, qu'il faut sans cesse se recommencer, qui n'est jamais achevé. Et c'est cela finalement l'histoire du mari, l'histoire du juge. C'est la manière dont à travers sa vie, sans que cela se voie, il va chercher à acquérir la possession de sa vie conjugale, c'est-à-dire faire de cette vie conjugale véritablement quelque chose qui soit son œuvre, quelque chose qui soit sien. Voilà. Mais alors cette fameuse épouse, justement, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il dit que son épouse n'est pas extérieurement très belle, mais c'est une femme qui est plus belle le soir que le matin. Parce que justement, peut-être que à la fin du jour, le juge regarde sa femme différemment de la manière dont il la découvre avec un regard beaucoup trop extérieur quand il se réveille le matin. Mais à la fin du jour, la manière dont il regarde sa femme a le poids de tout ce qu'ils ont vécu tout au long de la journée. Mais vous m'accorderez quand même, Philippe Chevalier, que dans les textes de description d'amour conjugal de Kierkegaard, que ce soit dans la bouche du juge ou autre d'ailleurs, le rôle de l'épouse est quand même proche de celui des objets qu'il décrit. C'est-à-dire que l'épouse est là, elle lui fait plaisir, elle lui rend service, mais de quel amour parle-t-on? Est-ce là un amour proprement éthique? J'ai l'impression, alors dites-moi si je me trompe, qu'il s'agit plutôt d'un amour de soi ici, que dans le mariage, on se choisit soi-même, et c'est ça qui est important. Ce n'est pas le choix d'une autre personne. L'autre personne peut nous aider et peut nous permettre de vivre un amour sans doute magnifique, mais c'est de soi dont il s'agit. Effectivement, alors le juge parle certainement beaucoup plus de lui-même qu'il ne parle de sa femme, même si on apprend entre autres détails que sa femme a un nez un peu ingrat, voilà, bon, des petits détails comme ça. Il parle quand même de sa vie quotidienne. Il y a quand même quelque chose en fait du foyer, des petites choses de la vie qui transparaît à travers l'imitation du juge, mais ne rendons pas Kierkegaard plus moderne qu'il ne l'est. C'est quand même effectivement que le choix de soi soit au cœur de cette partie de
l'éthique fait qu'effectivement, je suis bien d'accord avec vous, le mariage est quand même d'abord le choix de soi, et on ne peut pas plaquer sur Kierkegaard une espèce de pensée de l'altérité, de la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre. Voilà. C'est quand même se constituer soi-même à travers le mariage, et de cette manière domestiquer ce désir qui nous constitue. Voilà, c'est quand même cela qui est au cœur de la vie éthique. Et se proposer un carcan qui vient enfermer des désirs qui sans cela seraient sans doute multiples, si on fait référence au stade esthétique. Mais est-ce que le mariage, ou plus précisément la sphère éthique, permet de penser une forme d'évolution, ou est-ce qu'une fois que l'homme se choisit, il est lui-même et il reste identique à lui-même jusqu'à la fin de ses jours? Ou y a-t-il la possibilité d'entrevoir une forme d'évolution, pas forcément de revirement, mais de renouvellement d'un choix qui pourrait prendre une direction légèrement différente? Parce que sinon, c'est vrai que éthiquement, ça ne donne pas très envie. On reste le même jusqu'à la fin de ses jours, donc... Bon, je vois que le discours du juge vous a pas complètement convaincu. Là, je n'ai pas d'opinion personnelle à formuler. J'essaie de comprendre vraiment au plus près ce que le juge essaie de nous montrer. Avec cette idée, je pense qu'il faut quand même méditer. Il faut s'attarder sur cette idée et non pas l'écarter trop vite. Le mariage n'est pas un carcan pour le juge, parce que si vous vous rappelez, le devoir ne s'ajoute pas de l'extérieur à l'amour. Le devoir est à l'intérieur de l'amour bien compris. La fidélité conjugale pour le juge n'est pas un problème de loi, n'est pas une question de loi, n'est pas une question de valeur. Et je pense qu'il faut vraiment, il ne faut pas se tromper. L'éthique chez Kierkegaard est tout sauf un moralisme. Voilà, mais c'est sur ce point-là tout part quand même du premier amour. Essayer de comprendre dans sa complétude tout ce qui est compris à l'intérieur de ce premier amour. Et je trouve que c'est un choix intellectuel, philosophique, existentiel absolument inouï pour Kierkegaard d'oser commencer avec la chose qui semble à la fois la plus émouvante, parce que ça peut faire pleurer, mais en même temps la plus inconsistante et la plus futile qui soit, que l'amour romantique, c'est-à-dire le premier sentiment amoureux. Or, l'audace de Kierkegaard, c'est de dire qu'à l'intérieur de ce premier sentiment ou du premier amour, tout est déjà compris. Mais encore faut-il le comprendre. Encore faut-il déployer tout ce qui est à l'intérieur. Et le devoir et la fidélité, la durée, tout ceci est compris déjà à l'intérieur de ce premier sentiment, qui va être le moment où véritablement l'existence va pouvoir éclore. Éthique, la sphère religieuse, ce sera pour demain. En attendant, il est 10h50, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure de retrouver comme tous les jours François Nudelman pour son journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle.
L'écologie est devenue un mot revendiqué par quasiment toutes les tendances politiques. Mais derrière la préservation de la planète, il existe des positions philosophiques distinctes. L'anthologie proposée par Ariane de Bourdeau permet d'en rappeler l'histoire et les penseurs. Ce sont les grands textes de l'écologie, parus chez Flammarion dans la collection Champs. Ariane de Bourdeau, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot écologie? Qu'est-ce qui regroupe ces penseurs? Est-ce que c'est la conscience d'une nature fragile, la conscience de l'appartenance à un même monde? Disons que ce qui regroupe d'abord ces penseurs de l'écologie, c'est leur diversité, paradoxalement. C'est-à-dire que nous avons tendance parfois à restreindre l'horizon ou le champ de l'écologie à l'écologie politique, alors que finalement c'est quelque chose de très composite et un mouvement de la pensée beaucoup plus global qui associe les sciences, mais aussi des événements, des crises, oui, ou encore des philosophes. Alors c'est paradoxal parce qu'on a pensé à un moment donné que l'écologie politique était une extension des préoccupations sur l'environnement, sur la nature, pour comprendre que finalement il y a aussi problèmes économiques qui sont au cœur de la réflexion écologique. Et vous dites aujourd'hui, ou vous le montrez à travers justement l'extension que vous donnez à ces textes, que justement cette version de l'écologie politique peut réduire la pensée de l'écologie. Disons que c'est un mouvement de balancier à opérer entre l'ouverture phénoménale qui était la candidature de quelqu'un comme René Dumont en 1974 à la présidentielle, malgré un résultat très faible. Donc voilà, un mouvement de balancier entre cette ouverture proposée par cet agronome et d'un autre côté, finalement, une appréhension restreinte parfois à des positions de partis politiques bien spécifiques ou de mouvements associatifs bien spécifiques, qui sont des porteurs importants de l'écologie, mais finalement n'embrassent pas nécessairement l'ensemble de ce que signifie l'écologie. Oui. Alors philosophiquement, l'écologie évidemment se réfère à l'oikos, à l'habitation, la maison. On est souvent influencé par une réflexion philosophique qui est celle de Heidegger, c'est-à-dire une réflexion qui conteste l'empire de la technique. Est-ce qu'on peut se dégager de cette pensée-là pour aborder l'écologie, ou bien est-ce qu'on reste quand même toujours dans ce débat entre écologie d'un côté et technique de l'autre, ou technosciences? Je dirais que il est possible de faire une autre lecture d'Heidegger, en quelque sorte, si l'on prend appui sur ce poète qu'il aimait tant, Hölderlin, qui nous disait « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Peut-être que l'écologie est l'illustration parfaite de cette maxime, ou de cette quasi-maxime, dans la mesure où effectivement l'écologie est le lieu des périls, mais peut-être aussi un horizon qui peut être résolument positif. Oui. Alors justement, une histoire ou une anthologie, comme vous le faites, est-ce qu'elle peut être neutre? Parce que si on suit cette version heideggerienne, on a évidemment une série d'oppositions avec l'idée que contre la vision moderne, cartésienne, de l'homme comme maître et possesseur de la nature, il faut envisager un autre rapport ou une autre définition de la nature. Alors est-ce que finalement vous avez fait un choix, je dirais, politique ou philosophique en prenant tel ou tel penseur que vous référez à l'écologie? Alors, tout d'abord, l'idée de ce livre était d'offrir un cheminement à travers des textes et des grands penseurs. Pour autant, jamais je ne revendiquerai une quelconque neutralité. Ce livre n'est pas neutre, mais il est apartisan, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne s'affilie pas à une idéologie quelconque, mais au contraire, il propose quelque chose d'assez radical, mais aussi de résolument positif. L'idée n'est pas de reprendre à mon compte des catastrophismes ou des versions négatives de l'écologie. Disons que j'ai voulu en faire quelque chose qui soit résolument positif et qui soit une ouverture vers et sur la pensée, plutôt que quelque chose de sclérosant ou d'entravant. Alors, parmi les penseurs que vous désignez sous ce terme d'écologie, vous prenez des naturalistes, et c'est un peu un versant presque originel de cette réflexion, du naturalisme à l'écologie scientifique, et on trouve donc des textes de Linné, de Buffon. Alors, comment vous justifiez cette idée-là, que ce sont des penseurs déjà de l'écologie, parce qu'ils ont pensé la nature globalement? Disons que en toute première instance, ils ont catégorisé finalement les espèces et les interactions entre les vivants, mais aussi les non-vivants ou les non-humains, comme le disent certains philosophes. Et c'est justement en étant capable petit à petit de retracer ce système, enfin de le suivre, d'en comprendre les interdépendances, qu'ils ont ouvert la voie
à l'écologie dite scientifique. Oui. Darwin, par exemple, par sa réflexion sur non seulement sur l'évolution, mais aussi sur le milieu, donc vous paraît s'inscrire dans la réflexion écologique ? Oui, d'autant plus que Darwin a entretenu une correspondance assez nourrie et a très très fortement influencé l'inventeur même du terme d'écologie, qui est l'allemand Ernst Haeckel. Oui. Alors, ce qui fait l'objet de nombre de controverses et de débats. Je n'ai pas le temps, je ne l'étais pas peut-être complètement dans ce livre-là, mais je pense que je plaiderais plutôt en faveur d'une réhabilitation de Ernst Haeckel, qui est un peu victime d'une double guerre des sciences, en quelque sorte. La première, à son époque même, entre géobotanistes, alors dominants, et d'un côté, et de l'autre, la biologie naissante, dont il est un des représentants. Et on se rend bien compte, si on reprend les textes originaux, en allemand, voire en danois, pour ce qui est de Jan Warming, que Ernst Haeckel est vraiment l'inventeur du terme, mais aussi de la notion. Double guerre des sciences aussi, dans la mesure où il a été ensuite, en quelque sorte, la victime d'un ostracisme pour sauver, en quelque sorte, Darwin du darwinisme social. D'accord. Voilà. Bon, alors dans ce cheminement que vous proposez, on passe par l'écologie politique. Vous avez cité Dumont, mais évidemment c'est surtout aussi Gortz, André Gortz, qui a donné aussi ses fondements à cette pensée. Et puis, donc, on arrive aussi à des auteurs qu'on commence à connaître un petit peu en France. Il faudrait dire aussi que c'est un grand retard en France, peut-être à cause d'une caricature qui a été donnée de mouvements ou de philosophie de l'écologie. Et on découvre aujourd'hui des auteurs comme Arne, ce philosophe norvégien. Tout à fait. Et là, on est dans une écologie qui est une pensée philosophique globale. Est-ce que vous pourriez peut-être en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors peut-être un tout petit détour par les crises écologiques qui ont joué un rôle absolument déterminant, et on voit bien qu'à l'heure actuelle, on republie aussi Rachel Carson et son ouvrage fondamental qui est vraiment l'ouvrage qui lance l'alerte finalement écologique à l'échelle planétaire. Arne Naess, oui, est un penseur essentiel qu'on a finalement peu compris ou mésinterprété. Oui, parce qu'on a dit deep écologie, tout de suite ça effraie. Hein. Oui, puis, mais alors qu'il n'y a vraiment pas lieu de craindre la deep écologie, qui n'est pas il faut respecter la mouche davantage que l'humain, mais au contraire affirmer qu'il n'y a pas finalement de droit supérieur à la vie de l'humain par rapport à la mouche, ce qui est un déplacement complètement, enfin une posture philosophique complètement différente. Est-ce que c'est en quelque sorte l'humanisme dominant peut-être de la philosophie en France qui explique ce frein à l'égard des auteurs très multiples, très divers de l'écologie ? Est-ce qu'aujourd'hui le fait que ces textes-là commencent à être lus signale en quelque sorte, je pense à Hans Jonas aussi qui est de plus en plus lu, signale peut-être un mouvement, une sortie peut-être de cet empire ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre comme ça à une telle question, mais oui, je pense qu'il y a un humanisme des droits de l'homme avec les majuscules afférentes qui a sans doute contribué à entériner finalement cette aversion ou cette peur à l'égard de la deep ecology. Et finalement, c'est peut-être une sorte d'humanisme 2.0, si vous me permettez l'expression, qui commence à se déployer au travers d'un certain nombre de penseurs ou de redécouvertes aussi de penseurs antérieurs. Il ne faut pas oublier que Hans Jonas avait vendu 200 000 exemplaires de son ouvrage clé, ce qui n'est pas le cas en France, malheureusement. Merci Ariane de Bourdeau donc pour cette écologie 2.0, cette reformulation de l'humanisme dans donc l'anthologie Les grands textes fondateurs de l'écologie, paru chez Flammarion dans la collection Champs. Vous pouvez retrouver et télécharger le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr. Merci beaucoup François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Kierkegaard. Alors après le séducteur lundi et le mari aujourd'hui mardi, place au chevalier de la foi, le héros de la sphère religieuse, et ce sera Flemming Fleinert Jensen qui viendra nous en parler demain. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins, où vous pourrez aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.